mai 1969. Les Américains sont sur le point de lancer Apollo 11 pour un voyage de 3 jours. Direction la Lune. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Les Américains ont repris la tête dans la course à l'espace. Cette fois, grâce à un équipement et à un plan de vol soigneusement étudiés, ils seront les premiers sur la Lune. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ignition sequence start. Reporting from London, another German V-2 missile has struck the city. We choose to go to the moon. The Eagle has landed. And this generation does not intend to founder in the backwash of the coming age of space. We mean to be a part of it. We mean to lead it. 3, 2, 1, 0. À ses débuts, le programme de vol habité américain a été largement éclipsé par les performances soviétiques. Avec le programme Mercury, les Américains ont certes envoyé des hommes dans l'espace, mais en matière de durée des missions et de nombre de révolutions autour de la Terre, ils ne pouvaient rivaliser avec leurs homologues russes. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Mais en 1961, en s'engageant à envoyer un homme sur la Lune, le président Kennedy redonne confiance aux Américains. Et la NASA lance un programme d'expédition lunaire baptisé Apollo. Un comité exécutif est constitué, chargé de le piloter et de mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre l'objectif premier, battre les soviétiques. La date butoir est fixée, le président Kennedy veut voir un Américain sur la Lune avant la fin de la décennie. Dès 1963, les Américains achèvent le nouveau centre des vaisseaux habités à Houston, au Texas, et le complexe Redstone, où ont été conçues les premières fusées du projet Mercury, est rebaptisé Centre de vol spatial Marshall. C'est ici que sera fabriqué le nouveau véhicule de lancement destiné au programme Apollo. La mise au point de la fusée Saturn a débuté en 1957. Au départ, les Américains voulaient l'utiliser pour transporter les éléments d'une base militaire spatiale, mais le projet a vite été abandonné. Ce qui n'a pas empêché les travaux de se poursuivre sous la direction de Wernher von Braun, le père des premières fusées à carburant liquide. En 1961, il supervise lui-même le premier lancement à Cap Canaveral. Haut de 20 mètres, Saturne 1 pèse 500 tonnes. Cet immense lanceur est en fait un hybride des fusées Redstone et Jupiter. Il est équipé des mêmes réservoirs à ergols, auxquels sont fixés 8 moteurs Jupiter, ce qui lui permet de produire une poussée de plus de 500 tonnes. Quelques années plus tard, quand viendra l'heure d'envoyer un homme sur la Lune, ce même lanceur sera presque 6 fois plus puissant. Mais il ne suffit pas d'atteindre la Lune. Il faut aussi pouvoir s'y poser. De quoi est composé le sol lunaire? Pourra-t-il supporter un vaisseau spatial?
Les Russes ont été les premiers à envoyer des sondes spatiales en direction de la Lune, marquant une fois de plus leur avance sur les Américains. Et dès octobre 1959, la sonde Luna 3, placée en orbite autour de la Lune, a offert au monde les premiers clichés de la face cachée de l'astre, grâce auquel on a pu réaliser le premier globe lunaire. Du côté américain, en revanche, les premières tentatives pour observer la Lune ont été désastreuses, même si les missions Ranger 7, 8 et 9 ont permis d'obtenir des gros plans du sol lunaire, ainsi qu'une retransmission télévisée jusqu'au moment de l'impact. En 1966, la sonde américaine Surveyor 1 se pose en douceur sur la Lune, d'où elle transmet à la Terre des milliers de clichés et de précieuses données sur la composition du sol. Un peu plus tard, des satellites envoyés en orbite lunaire photographient des pans entiers du relief, permettant ainsi aux Américains de sélectionner les sites d'alunissage des futures missions habitées du programme Apollo. Mais si la Lune est alors un peu mieux connue, il reste d'autres zones d'ombre. Et il faudra à la NASA des années de travail et de calculs mathématiques sur ordinateur pour définir puis respecter le cahier des charges des missions lunaires. C'est justement dans l'espoir d'éclairer ces zones d'ombre et de faire le lien entre les programmes Mercury et Apollo que les Américains décident de lancer un troisième projet de vol habité, baptisé Gemini. Il a pour objectif principal de reprendre et d'améliorer le programme Mercury afin de mettre au point les techniques d'alunissage. Avec ses 5,50 m de long et ses 3 mètres de diamètre, la nouvelle capsule ressemble à Mercury en un peu plus grand et peut accueillir 2 astronautes. Mais son poids dépasse les capacités orbitales de la fusée Mercury Atlas. Et la NASA opte donc pour un autre lanceur, le puissant Titan II. En avril 1964, un premier vol non habité permet de tester l'association Gemini-Titan, ainsi que la fiabilité des systèmes de guidage et de télémesure. L'injection en orbite est parfaite. La NASA a prévu d'envoyer 12 capsules Gemini sur orbite, dont 10 habitées. Au programme, 6 objectifs. Tester les vols longue durée, mettre au point les manœuvres de rendez-vous et d'arrimage en orbite, sélectionner les couloirs de rentrée, réaliser des activités extravéhiculaires ou marches dans l'espace, conduire des expériences scientifiques et entraîner les équipes au sol et en vol. Chacun de ces objectifs prépare les missions plus complexes du projet Apollo. Les critères de sélection des astronautes ont été modifiés. L'âge minimum a été abaissé à 35 ans, par contre la limite de taille a augmenté. Elle est désormais de 1,82 m et les civils sont autorisés à se présenter. Certains membres de l'équipe Mercury participent au nouveau projet, dont Gus Grissom. Il est sélectionné avec John Young pour piloter la nouvelle capsule habitée du programme Gemini, Gemini 3. Le deuxième vol inhabité a lieu en janvier 1965. Dans les mois qui suivent, à Cap Canaveral, les équipes au sol et en vol préparent le lancement de Gemini 3. Ce sera le premier vol spatial biplace américain et l'occasion pour Grissom d'un deuxième voyage. Mais entre-temps, les Soviétiques ont mis au point un nouveau vaisseau, Voskhod, ou Soleil levant, prévu pour 3 cosmonautes. Et en octobre 1964, Voskhod 1, commandé par Vladimir Komarev, est lancé en orbite. Une fois de plus, les Soviétiques ont pris les Américains de vitesse. Voskhod 1 précède Gemini 3 de 5 mois et emporte à son bord un homme de plus.
Les Américains disposent alors de très peu d'informations sur le vaisseau Voskhod. Ils croient y voir une version russe d'Apollo. Mais en réalité, Voskhod ne diffère guère de la première capsule habitée, Vostok. Les Soviétiques ont simplement adapté cette capsule, supprimant le siège éjectable pour intégrer 3 sièges de plus petite dimension. En outre, afin de gagner en espace et en poids, les cosmonautes ne portent pas de combinaison pressurisée et il n'existe aucun système d'éjection d'urgence. Les Soviétiques semblent estimer que de tels dispositifs sont superflus. Autre grande première soviétique, la sortie dans l'espace d'Alexei Leonov depuis la capsule Voskhod 2. Protégé par une énorme combinaison pressurisée, il flotte dans l'espace pendant près de 10 minutes, retenu par un long filin. Leonov réalise la première marche dans l'espace de l'histoire de l'humanité, quelques jours seulement avant le lancement de Gemini 3. Les Soviétiques ont une fois de plus soufflé la vedette aux Américains et la retransmission télévisée en direct de l'événement lui donne encore plus de poids. L'objectif des Américains, arriver les premiers sur la Lune, semble plus difficile à atteindre que jamais. Le 23 mars 1965, Gemini 3 amérit après 3 révolutions terrestres. L'équipage a réussi à prouver que le vaisseau est manœuvrable, puisque le pilote Gus Grissom a pour la première fois modifié la forme et l'altitude de son orbite. Deux mois plus tard, les Américains lancent Gemini 4, avec à bord les astronautes Jim McDivitt et Ed White. C'est à ce dernier que revient l'honneur d'être le premier Américain à marcher dans l'espace. Pour la NASA, il s'agit de prouver que leurs astronautes sont désormais eux aussi capables de réaliser des EVA ou activités extravéhiculaires. Gemini 4, Hawaii, Capcom. We just had word from Houston. We're ready to have you get out whenever you're ready. Okay, I'm out. Okay, he's out. He's close free. 4 heures après le lancement, Ed White ouvre la trappe et se lance hors de l'appareil. Il a précédemment fixé une caméra sur le flanc du vaisseau pour immortaliser sur pellicule cet instant spectaculaire, ses premiers pas dans l'espace. Contrairement à Leonov, Ed White peut se déplacer à l'aide d'un pistolet fusée à gaz comprimé. Cette sortie est une parfaite réussite. Et elle dure en tout 20 minutes, soit 2 fois plus que celle de Leonov. Le premier rendez-vous de 2 vaisseaux dans l'espace a lieu avec Gemini 6 et Gemini 7. En fait, le plan de vol de Gemini 6 prévoyait son arrimage avec une cible neutre. Mais le lanceur n'étant pas parvenu à placer la cible sur orbite, les Américains ont décidé d'envoyer Gemini 7. Six heures après le lancement, Wally Schirra, ancien du programme Mercury aux commandes de Gemini 6, allume ses propulseurs et se lance à la poursuite de Gemini 7. Il réussit à se porter à la hauteur du vaisseau. Les 2 vaisseaux ne parviennent pas à s'arrimer, mais restent à quelques mètres l'un de l'autre, et à plusieurs reprises, les 2 équipages parviennent à se voir par le hublot. Quelques heures plus tard, Gemini 6 s'éloigne pour effectuer sa rentrée dans l'atmosphère. Et le 15 décembre 1965, Tom Stafford et Wally Schirra, les 2 astronautes, sont accueillis par l'équipe de récupération après un amérissage réussi. 3 jours plus tard, c'est au tour de Gemini 7 d'amérir. Après 14 jours dans l'espace, l'équipage a accompli sa mission
Réaliser un vol longue durée. Jim Lovell et Frank Borman sont épuisés mais heureux. Ils ont pris part au premier rendez-vous orbital de l'histoire et établi le record du vol le plus long. Gemini 6 devait initialement s'arrimer à un étage de la fusée Agena, mis sur orbite par un lanceur Atlas. Mais c'est Neil Armstrong, aux commandes de Gemini 8, qui va réaliser le premier rendez-vous avec arrimage de 2 véhicules spatiaux. 6 heures après le lancement, le vaisseau se porte à la hauteur d'Agena. L'astronaute parvient à arrimer le nez du vaisseau à la cible, puis vérifie les transmissions de commandes entre les 2 engins. Mais en l'espace de quelques minutes, les 2 engins se mettent à tourner sur eux-mêmes, d'abord doucement, puis de plus en plus vite. Armstrong décide de désactiver les systèmes de commande d'Agena et de dégager Gemini. Mais son vaisseau continue à tournoyer au rythme d'une rotation par seconde, un rythme à la limite du supportable pour l'organisme. On découvrira par la suite qu'en raison d'un court-circuit, l'un des propulseurs n'avait pas été désactivé. Finalement, l'astronaute parvient à reprendre le contrôle de l'appareil en actionnant les propulseurs de pilotage à réaction prévus pour la rentrée atmosphérique. Et Armstrong et son copilote Dave Scott amérissent sains et saufs. Avec les différentes missions Gemini, les Américains établissent un record d'altitude, 1400 km. Et réalise au total 9 arrimages. Lors du vol Gemini 11, l'équipage parvient à relier le vaisseau à Agena à l'aide d'un câble. Un premier pas vers des manœuvres plus complexes telles que l'assemblage de stations orbitales et la production d'une pesanteur artificielle. En multipliant les activités extravéhiculaires, les Américains améliorent également les techniques de travail et d'exploration dans le vide spatial. Ainsi, après la mise sur orbite de Gemini 12, le dernier vol de la série, Buzz Aldrin effectue une sortie au cours de laquelle il accomplit jusqu'à 19 tâches en un peu plus de 2 heures. Le 15 novembre 1966, Buzz Aldrin et James Lovell amérissent sains et saufs, mettant un terme au programme Gemini. Fort de l'expérience acquise au cours de ces missions, les Américains peuvent maintenant s'atteler au projet suivant, Apollo. Les vols des programmes Mercury et Gemini n'ont jamais dépassé l'altitude de l'orbite terrestre, s'éloignant de quelques petites centaines de kilomètres. Les missions lunaires du projet Apollo seront d'une toute autre ampleur. Elles emmèneront les astronautes à des milliers de kilomètres de la Terre, sur une planète déserte. Il faudra 5 années de réflexion à la NASA pour décider de la meilleure méthode à adopter pour ce voyage et d'opter pour le rendez-vous sur orbite lunaire. Dans un premier temps, Apollo, avec 3 astronautes à son bord, sera mis en orbite terrestre. Puis, le moment venu, le vaisseau sera placé sur une trajectoire translunaire. En approchant de la Lune, le vaisseau perdra de la vitesse pour se placer en orbite lunaire. Le vaisseau sera composé de 2 véhicules séparés. Le module de commande qui demeurera en orbite lunaire et le module lunaire qui convoiera 2 des 3 astronautes jusqu'à la surface de la Lune. Une fois leur exploration terminée, les 2 astronautes emprunteront les tâches de montée du module lunaire, puis exécuteront les manœuvres de rendez-vous, d'arrimage et de transfert avec le module de commande. Ensuite, le vaisseau reprendra la direction de la Terre. La NASA estime que la mission, atterrissage du module lunaire compris, durera 8 jours. Le module de commande mesure 3,60 m de haut avec une base du même diamètre. Les 3 astronautes sont assis de front. Le commandant de la mission est placé à gauche, le pilote du module de commande au centre et le pilote du module lunaire à droite. La NASA estime qu'une équipe de 3 pilotes se relayant toutes les 8 heures est idéale
pour assurer des manœuvres en continu. Le module de service abrite le système de propulsion qui permettra au vaisseau de s'approcher puis de s'éloigner de la Lune. Il est logé à l'arrière du module de commande qui s'en séparera juste avant la rentrée atmosphérique. Mais la mission la plus périlleuse est sans doute celle du module lunaire. Faire atterrir 2 hommes sur la Lune, puis les en faire repartir, sains et saufs. Voici le bâtiment d'assemblage des vaisseaux. C'est alors la plus grande construction jamais réalisée. Un complexe de 50 étages bâti pour assembler la fusée Saturne V, la dernière création de Wernher von Braun. En mai 1966, la NASA ouvre ses portes au public et les Américains découvrent l'immense fusée qui propulsera le vaisseau Apollo en orbite. Saturne V doit être transporté sur une plateforme spéciale, une sorte d'immense remorque de la taille d'un terrain de football. C'est elle qui va acheminer le lanceur jusqu'au pas de tir de Cap Kennedy, situé à 5 km. La plateforme véhicule les quelques 3000 tonnes à bon port, sans que son chargement n'enregistre la moindre oscillation, même lorsque la route monte légèrement. Cette opération est déjà en soi un véritable exploit. La fusée pèse plus lourd qu'un destroyer de l'armée américaine. Et une fois combinée au vaisseau Apollo, elle atteint près de 110 mètres de haut. Équipé de 3 propulseurs, le lanceur est capable d'injecter en orbite un vaisseau 40 fois plus lourd que la capsule Gemini et 85 fois plus lourd que la capsule Mercury. Mais il faudra attendre 1 an avant que Saturne V ne lance son premier vaisseau Apollo pour un vol à vide. Le premier vol habité du module de commande Apollo est prévu le 21 février 1967. Mais 3 semaines avant le jour J, le programme spatial américain connaît l'une de ses plus grandes tragédies. Alors que l'équipage participe à une répétition du compte à rebours, un incendie se déclare dans la cabine du vaisseau. Il faut 5 minutes pour ouvrir l'issue de secours, mais il est déjà trop tard. Ed White, Roger Chaffee et le pionnier Gus Grissom sont morts. L'Amérique est sous le choc. L'enquête approfondie menée par la NASA permettra de conclure que c'est un court-circuit dans le module de commande qui a provoqué l'incendie dans l'atmosphère de pur oxygène de la cabine. Les 3 pilotes sont morts asphyxiés. Le Congrès américain ouvre une enquête. Les accusations les plus folles circulent et on soupçonne la NASA d'avoir étouffé l'affaire. Le programme Apollo est interrompu. Entre-temps, une commission de révision a examiné le vaisseau et conclut à la nécessité de revoir le module de commande. Tous les matériaux combustibles sont retirés de la cabine et l'issue de secours est désormais conçue pour s'ouvrir en 5 secondes. La combinaison spatiale est également améliorée. L'atmosphère de la cabine reste composée à 100% d'oxygène, mais on prévoit de nouveaux moyens d'urgence pour quitter le pas de tir. La NASA mettra plus d'1 an à programmer un nouveau vol Apollo habité. Le programme spatial soviétique connaît lui aussi une interruption. Après la dernière mission Voskhod, les Russes se fixent un nouvel objectif, une mission lunaire habitée. Ils abandonnent alors les missions Voskhod au profit d'une nouvelle génération de vaisseaux, les Soyouz. Et en avril 1967, Soyouz 1, piloté par Vladimir Komarov, est lancé en orbite. Mais en phase de rentrée, le vaisseau se prend dans les cordes du parachute, ce qui provoque la mort du cosmonaute. Le vaisseau Soyouz, Union en russe, est conçu pour un équipage de 3 personnes et se compose de 3 modules. Un module de commande pour le lancement et la rentrée, un poste de travail et un module de service abritant les moteurs de manœuvre.
Les Soviétiques comptent utiliser Soyouz pour perfectionner leur technique de rendez-vous et d'arrimage. Le vaisseau russe est doté de la même souplesse de manœuvre que Gemini et est plus spacieux. Mais il ne peut rivaliser avec le niveau de sophistication du vaisseau Apollo. Pour une fois, c'est l'URSS qui est en retard sur les États-Unis. Pendant ce temps, à Cap Kennedy, après avoir passé 1 an et demi à revoir le module de commande d'Apollo, la NASA s'apprête à tenter un nouveau vol d'essai habité. Le 11 octobre 1968, Apollo 7 est sur la rampe de lancement. À son bord, 2 nouvelles recrues, Don Isley et Walter Cunningham, sous le commandement d'un ancien, Wally Schirra. Le vaisseau est lancé par Saturne 1B, un Saturne 1 équipé d'un étage supplémentaire, le S4B, destiné à propulser le vaisseau Apollo sur orbite terrestre. « 11 minutes après le décollage, c'est fait. Apollo 7 permet la validation de la phase de mise sur orbite terrestre d'une mission lunaire habitée et donne un aperçu des conditions de vie à bord du module de commande. L'équipage a pour mission de séparer le module de commande du S4B, puis de l'y arrimer à nouveau quelques mètres plus loin, comme s'il s'agissait d'un module lunaire. Autre innovation de taille, la télévision américaine retransmet en direct les images de l'équipage pendant le vol. Pick it up, I can read it now, just a minute. It says from that lovely Apollo something. You guys should write Apollo room. High atop everything. High atop everything. Looks good. I can see Wally Hamlin now. Les astronautes testent les possibilités de prendre de l'exercice, de dormir et même de préparer les repas. 3 activités indispensables à la survie pour une mission dans l'espace. 11 jours après son lancement, Apollo 7 a dépassé le temps nécessaire à une mission lunaire. Le 22 octobre, Apollo 7 entame sa 163e et dernière révolution. Les fusées de rentrée sont mises à feu et le vaisseau redescend sur Terre. L'équipage d'Apollo 7 a totalisé plus d'heures dans l'espace que toutes les missions russes cumulées jusqu'alors. Pour la mission suivante, Apollo 8, les Américains ont décidé d'utiliser le puissant Saturne V. Le géant conçu par von Braun et qui a déjà été testé sur 2 vols inhabités, va cette fois devoir envoyer 3 astronautes Apollo en orbite. De là, le premier voyage sur la Lune pourra commencer. 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. Engines on. 5. All engines running. One commit. Liftoff. We have liftoff 49 minutes past the hour. Le premier étage de la fusée produit 3800 tonnes de poussée. Il les faut, car le lanceur doit pouvoir placer en orbite les 3 astronautes, plus l'équipement, le carburant et l'approvisionnement nécessaire pour aller sur la Lune et en revenir. Deux minutes et demie après le lancement, la fusée a déjà parcouru 60 km. Les manœuvres de séparation du premier étage vont pouvoir commencer. Good ignition on the second stage. Man, that stage was quite a sequence. Just like old times. It's beautiful out there. Après avoir consommé 2000 tonnes de carburant, le premier étage s'éteint, puis se détache. La fusée pèse alors 150 tonnes de moins qu'au décollage. Le deuxième étage est mis à feu pour 6 minutes et demie.
Saturne V remplit à la perfection sa mission. À 160 km de la Terre, le deuxième étage de la fusée s'éteint à son tour, exactement comme prévu. Une fois qu'il s'est lui aussi détaché, Saturne V a perdu 95% de son poids initial. L'étage numéro 3, le S-4B, injecte alors Apollo 8 en orbite terrestre. Les astronautes réalisent 1,5 révolution tandis qu'on vérifie les systèmes de commande. Puis, du centre de contrôle leur parvient la phrase historique « Injection translunaire autorisée ». Le cap décisif est franchi. Grâce au S-4B, la fusée atteint 37 000 km/h, soit une vitesse suffisante pour échapper à l'attraction terrestre. Après 5 minutes de combustion, le S-4B s'éteint et se détache d'Apollo 8. L'homme fait route vers la Lune. Nous sommes le 21 décembre 1968. Les astronautes Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders voient leur précieuse planète bleue s'éloigner dans l'immensité spatiale. Il leur faudra 3 jours pour rejoindre l'orbite lunaire. Là, Apollo 8 sera à 400 000 km de la Terre. Le vaisseau arrive à destination le 24 décembre. En cette veille de Noël, l'homme va pouvoir contempler pour la première fois le relief accidenté de la Lune. Le vaisseau doit survoler la face cachée de la Lune pour se placer en orbite. Là, la NASA le sait, il perdra tout contact radio avec la Terre. Apollo 8 allume ses propulseurs et plonge dans l'obscurité. Le contact radio ne sera rétabli que 33 minutes plus tard. Enfin, le silence est rompu. Ils ont réussi. Apollo 8 achèvera bientôt sa première orbite lunaire. L'équipage contemplera ce magnifique spectacle à 9 autres reprises avant de reprendre le chemin de la Terre, non sans avoir repéré des sites potentiels d'alunissage pour les missions à venir. Lors de leur 10e et dernière révolution, les 3 astronautes célèbrent Noël en lisant un passage de la Genèse sur la création de l'univers. Le succès d'Apollo 8 ajoute à la joie de Noël. Mais la mission de la NASA ne s'arrête pas là, et il ne lui reste plus qu'1 an pour envoyer un homme sur la Lune. Au centre des vaisseaux habités, les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin montrent aux scientifiques et aux responsables de la NASA le type d'activité extravéhiculaire qu'ils effectueront sur le sol lunaire. Ils auront pour tâche de récolter des échantillons de roches et de sol, puis de les monter à bord du module lunaire. Avec Mike Collins, Armstrong et Aldrin s'entraînent également pour la phase de récupération. Les 3 astronautes savent d'ores et déjà qu'ils formeront l'équipage d'Apollo 11, la mission qui verra l'homme poser le pied sur la Lune. Ce drôle de véhicule à 4 pattes a été conçu pour former les astronautes aux techniques d'alunissage.
car l'arrivée sur le sol lunaire sera sans doute la manœuvre la plus délicate et la plus périlleuse de toute la mission. Le module lunaire, également appelé LEM, a fait ses preuves lors du vol Apollo 9. Les astronautes l'ont utilisé pour simuler en orbite terrestre les manœuvres d'alunissage, de décollage et d'arrimage avec le module de commande. En mai 1969, Apollo 10 est envoyé en orbite lunaire pour une répétition générale. L'équipage réussit toutes les manœuvres d'approche, puis prend le chemin de retour, conscient qu'à la prochaine mission, l'homme posera enfin le pied sur la Lune. Trois mois avant la première mission lunaire Apollo, les Soviétiques lancent Zonde 5. La sonde spatiale fait le tour de la Lune puis revient sur la Terre. Les Américains pensent qu'il s'agit d'un module lunaire inhabité, mais ils ne peuvent en être sûrs. Quelques semaines plus tard, l'URSS lance Soyouz 3 qui vient s'arrimer à Soyouz 2, puis la sonde spatiale Zonde 6 pour un second vol autour de la Lune, ce qui achève de convaincre la NASA que les Soviétiques sont prêts à envoyer un homme sur la Lune. En réalité, l'URSS a déjà momentanément interrompu son programme de mission lunaire habitée. Et en 1969, elle décide d'y mettre fin. Les Soviétiques ont changé de stratégie. Ils exploreront la surface lunaire au moyen de vaisseaux inhabités et de véhicules robots comme celui-ci. Même s'ils l'ignorent, les Américains ont de fait déjà, dès Apollo 8, gagné la course à la Lune. Aux États-Unis, l'objectif est toujours d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. La date est fixée. Le vol historique d'Apollo 11 débutera le 16 juillet 1969. Ce jour-là, quelques 250 000 personnes envahissent les plages avoisinantes de Cap Canaveral. Des invités de marque ont été conviés, dont le vice-président Spiro Agnew et l'ancien président Lyndon Johnson. Au centre de lancement, on prépare le décollage dans une ambiance étonnamment sereine, car l'excitation doit sans nul doute être à son comble. Pour Wernher von Braun, c'est l'aboutissement d'une vie de recherche. Et tous ceux qui ont œuvré au développement du programme de vol habité américain depuis ses débuts chaotiques jusqu'à ses récents succès retiennent leur souffle. $19, $18, $17, $16, $15, $14, $13, $12, $11, $10, $9. Ignition sequence start. 5, 4. We have ignition. All engines are running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Houston, thrusters go. All engines, you're looking good. Roger, you're loud and clear, Houston. C'est maintenant la salle de contrôle des opérations du centre des vaisseaux habités à Houston qui dirige le vol. Quand Apollo 11 sera en orbite terrestre, on calculera sa trajectoire translunaire et on la transmettra aux astronautes.
it's Flight Sim Bravo at this time, and I'll give you a comm configuration here shortly. Une fois le vaisseau sur sa trajectoire, le collier d'amarrage du module lunaire s'ouvre et le module mixte de service et de commande se sépare du S-4B. Puis à l'aide de ses moteurs à réaction, ce dernier se retourne et revient s'amarrer au module lunaire. Enfin, après l'arrimage, le S-4B est largué. Apollo 11, this is Houston, radio check, over. Roger, we're copying you about 5 by 2, very weak. Can you give us a status report, please? Oh, loud and clear now, Mike, and we understand that you are Doc. That's right. Hello, Apollo 11, Houston. We recommend you accept the 949. Continue through your sequence of sightings, and then we'll... Le module mixte de service et de commande et le module lunaire, réunis par leur cône d'arrimage, sont prêts à faire route vers la Lune. Mais le temps que le vaisseau s'approche de l'astre, celui-ci aura parcouru 265 000 km autour de la Terre. Il faut donc qu'Apollo prenne en compte le déplacement de la Lune comme un tireur d'élite visant une cible mouvante. Sur Terre, le centre de contrôle ne s'accorde aucun répit. Des équipes de contrôleurs de vol se relaient pour veiller sur le vaisseau et son équipage 24 heures sur 24. Après 75 heures de vol, les astronautes ne sont plus qu'à 170 km de la Lune. Il ne leur manque que le feu vert de Houston pour pouvoir procéder à l'injection en orbite. Okay, Capcom, give me a green light and we'll go for LOI. Roger. Apollo 11, this is Houston, over. Roger, go ahead, Houston, Apollo 11. 11, this is Houston, you are go for LOI, over. Roger, go for LOI. Apollo 11 allume son moteur principal et réussit l'injection en orbite lunaire. L'alunissage doit avoir lieu le jour suivant et entre-temps, le vaisseau reste en orbite tandis qu'on vérifie ses systèmes de commande. Le 20 juillet, le vaisseau est prêt. Neil Armstrong, le commandant, accompagné de Buzz Aldrin, emprunte le tunnel menant au module lunaire. Eagle, comme l'ont surnommé les Américains, sera piloté par Aldrin. Mike Collins, lui, reste à bord de Columbia, le module de commande. Comme prévu, Eagle se sépare de Columbia lors du passage au-dessus de la face cachée de la Lune. Lorsqu'il réapparaît, Houston entend la bonne nouvelle. Eagle a des ailes. Désormais, l'engin aux allures d'araignée vole par lui-même. Pour l'instant, Columbia n'est pas loin. Mais lorsque les modules seront de nouveau au-dessus de la face cachée de la Lune, Eagle allumera ses moteurs pour entamer sa descente vers la zone d'alunissage, située sur la face visible. Collins, lui, à bord de Columbia, restera en orbite lunaire jusqu'au retour d'Eagle. Jusqu'à ce point, toutes les manœuvres effectuées ont déjà été testées lors du vol Apollo 10. Mais lorsqu'il entamera sa descente propulsée, Eagle plongera dans l'inconnu. Gonna go for powered descent. Retro, go. Fido, go. Guide, go. Patrol, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, we're go for powered descent. Eagle, Houston, if you read your go for powered descent, over. Eagle, this is Columbia, your go for PDI, and they recommend you all right 10 degrees and try to high gain again. Tandis qu'Armstrong et Aldrin descendent vers la mer de la Tranquillité, l'ordinateur de bord prend les commandes. Mais lorsque leur visibilité s'améliore, les deux astronautes découvrent qu'ils se dirigent vers un cratère rempli de gros rochers.
et Armstrong décide de passer en pilotage manuel pour guider l'appareil vers une zone moins dangereuse. Aldrin lui indique l'altitude et la vitesse du module. Down 2.5. Forward. Forward. Good. 40 feet down 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward. 4 forward. Drift into the right a little. Down a half. 30 seconds. Forward. Just. Good. Okay. Contact light. Okay, engine stop. Engine arm off. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. L'Amérique pousse un soupir de soulagement. Sous les yeux de millions de téléspectateurs, Neil Armstrong descend les marches du module. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. L'homme a marché sur la Lune. Il vient de fouler le sol de ce mystérieux astre argenté qu'il a contemplé pendant des siècles avec fascination, sans jamais pouvoir l'approcher. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Are you getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now. Armstrong commence par recueillir quelques échantillons de sol lunaire au cas où un imprévu l'obligerait à rejoindre le module précipitamment. Puis c'est au tour d'Aldrin de sortir. Need for me to come out? All set. Okay, I'm on the top step. It's a very simple matter to hop down from one step to the next. You've got 3 more steps and then a long one. Okay, I'm going to leave that 1 foot up there and... There, you got it? That's a good step. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Very fine powder, isn't it? Isn't it fine? Hey Neil, didn't I say we might see some purple rocks? Find the purple rocks? Yep. Very small, sparkly fragments. En souvenir de ce voyage historique, les 2 astronautes fixent une plaque commémorative sur la partie du module qui restera sur la Lune. Dear men from the planet Earth, first set foot upon the moon, July 1969, AD. It came in peace for all mankind. Puis il plante le drapeau américain. Ce geste a été décidé peu avant le lancement. Non pas en signe de conquête, mais plutôt pour célébrer l'exploit de l'Amérique. Le président Nixon s'adresse alors par radio à l'équipage. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you... For every American, this has to be the proudest day of our lives. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And as you talk to us from the Sea of Tranquility, it inspires us to redouble our efforts to bring peace
Pour l'Amérique et l'humanité tout entière. Pour les visionnaires et les théoriciens. Copernic, Newton, Tsiolkovsky. Pour Goddard et von Braun. Et pour tous ceux qui ont un jour nourri l'espoir d'explorer d'autres mondes. Les astronautes reviennent sains et saufs. L'Amérique a su se montrer à la hauteur du défi lancé par le président Kennedy.